Bonsoir et bienvenue à tous dans Audition publique sur la chaîne parlementaire. Premier Conseil des ministres aujourd'hui du premier gouvernement de Macron 2. La priorité affichée, c'est le pouvoir d'achat, mais la crise, la première crise à gérer, eh bien, elle est politique. C'est le cas, le dossier Damien Abad. Jusqu'à nouvel ordre, il reste ministre. Nous sommes aujourd'hui à 3 semaines du premier tour des législatives. Notre invité est Laurent Jacobelli. Bonjour à vous. Bonsoir Elisabeth. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national, candidat à ces législatives dans la 8e circonscription de la Moselle. À 3 semaines du scrutin, Laurent Jacobelli, la stratégie de Marine Le Pen interroge. Pourquoi anticiper la défaite? Est-ce pour contredire Jean-Luc Mélenchon qui se pose en opposant numéro 1, surtout depuis qu'il a uni la gauche avec la NUPES, la NUPS? N'est-ce pas prendre le risque de démobiliser vos troupes? Et d'ailleurs, faites-vous vraiment campagne? On vous entend très peu. Toutes ces questions, c'est Yves Tréhard qui vous les posera tout à l'heure. Vincent Roux pour la question d'actu, ce sera dans un quart d'heure. Et bien sûr, notre duo, Brigitte Boucher et Tam Tranui, pour les questions cribles. Mais d'abord, si vous voulez bien ensemble, un retour sur la composition du gouvernement. Il y a pas mal à dire. On va commencer par le dossier Damien Abad. Damien Abad, nommé vendredi ministre des Solidarités et du Handicap. Il est également candidat d'ailleurs aux législatives dans l'Ain et il fait face à des accusations de violences sexuelles qui remontent à plusieurs années. On y reviendra si vous voulez dans le détail. Il repousse ces accusations, il les récuse avec force, avec vivacité. Et il y a 1 heure, il a pris la parole devant la mairie d'une des villes de sa circonscription de l'Ain. Et écoutez cet extrait. Ah, on n'a pas l'extrait, mais je vais vous le lire. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. À la question des journalistes, allez-vous démissionner? Un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. » Laurent Jacobelli, s'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise polémique? Écoutez, en tout cas, c'est une polémique qui pose question, effectivement, parce que le président de la République a mis beaucoup de temps à choisir sa première ministre. L'annonce du gouvernement, on l'a bien vu, a mis aussi beaucoup de temps. Donc on pouvait imaginer que c'était une sélection rigoureuse, que le président de la République voulait être sûr que ceux qui allaient mener la politique du gouvernement et donc diriger la France dans les années qui viennent soient des gens performants, au-dessus de tout soupçon. Et on voit que l'enquête a été quand même assez défaillante. Moi, je ne sais pas si M. Abad est coupable ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on nous refait le coup du « on savait, mais on ne disait rien ». C'est ce qui sort à peu près des témoignages de chez les Républicains, qu'on ne peut pas imaginer que le président de la République ou que Mme Borne n'était pas au courant. Pardon, je vous interromps. C'est intéressant, parce que effectivement, Elisabeth Borne, elle a pris la parole précisément pour dire, quand elle a été interrogée sur ce dossier, « Je n'étais pas au courant ». Est-ce que vous mettez en doute sa sincérité ? Écoutez, dit comme ça, je vais peut-être avoir l'air un peu tranché, mais oui, parce qu'apparemment les témoignages des anciens collègues de M. Abad chez les Républicains sont unanimes et disent oui, on avait entendu parler de choses, on avait eu des remontées, on n'avait pas fait d'enquête. Alors ça pose deux questions. Pourquoi les Républicains n'avaient pas fait d'enquête? Pourquoi est-ce que l'affaire sort maintenant? Donc on sent bien une histoire de vengeance et de guéguerre entre deux équipes qui se vengent de les qui? Républicains probablement du gouvernement. Pour vous, c'est eux qui ont lancé la boule puante. M. Abad, mais peu importe, mais surtout, pourquoi Mme Borne n'a pas fait une enquête? Ça fait quand même beaucoup. On en est au 13e ou 14e mise en examen dans ce gouvernement, si on reprend le quinquennat précédent. Il y a eu beaucoup d'histoires d'agressions sexuelles. Je ne vais pas revenir sur les personnes qui en ont fait l'objet, parce que présomption d'innocence, mais certains sont encore ministres. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup pour un président de la République qui avait fait de la condition de la femme. On mélange un peu tout. On ne va pas conditions. pouvoir tout reprendre, mais vous faites allusion en particulier à Gérald Darmanin. On rappelle que la question a été classée sans suite. En ce qui concerne une des affaires de Gérald Darmanin, pour la seconde, eh bien, l'affaire est close et il n'a pas été mis en examen. Ça, c'est pour la précision, c'est important. Et vous avez raison. Mais Elisabeth Borne, si elle n'était pas au courant, elle ne pouvait pas lancer une enquête. Et aujourd'hui, ce que nous dit Olivier Grégoire, porte-parole du gouvernement, est intéressant, parce qu'elle a été très claire. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels et écoute totale des victimes présumées, elles doivent porter plainte. Aujourd'hui, le gouvernement, encourage
vivement toutes les femmes à porter plainte, et c'est devant la justice que doivent se régler ces affaires, pas dans l'opinion publique. Là, il n'y a pas de plainte dans cette affaire. Elisabeth Marty, je suis au gouvernement, c'est un symbole. Ouais. Quand on veut faire de la condition de la femme, de la protection de la femme, de la lutte contre les comportements d'agression sexuelle, il faut montrer l'exemple. Et je ne peux pas croire que ce que beaucoup savaient dans le milieu politique sur des accusations, fondées ou infondées d'ailleurs, sur M. Abad, qu'on ne pouvait pas le savoir au gouvernement. Il y avait un principe de précaution. De dire, on va faire une enquête rigoureuse. Et puis, quand on aura une conclusion, qu'on aura entendu M. Abad et qu'on sera convaincu de son innocence, on le nommera ministre. Le faire avant et faire l'enquête après, ça me paraît mettre les choses dans un ordre qui n'est pas le bon, et ça me paraît envoyer un très mauvais signal d'impréparation, de manque d'études et de manque de professionnalisme dans l'élaboration du gouvernement. Quelles conséquences va en tirer le gouvernement ? Alors maintenant, ils sont dans une position bien difficile. C'est-à-dire que maintenant qu'il est nommé, lui demander de rentrer chez lui alors qu'il est ministre sans avoir de preuves supplémentaires, c'est un peu délicat. Il aurait fallu agir avant. Vous savez, il y a bientôt des élections législatives. Donc il ne doit pas démissionner pour vous, c'est trop tard. Moi, je pense que de lui-même, il devrait démissionner, oui. Voilà. Mais est-ce que le gouvernement doit le pousser à démissionner ? Ce serait habile de voir avec lui s'il ne pourrait pas se mettre en retrait. En effet. Donc il faut le démissionner. Sauf s'il y a des preuves concrètes de son innocence, je le rappelle. Mais une fois encore, comme d'autres ministres, on y viendra peut-être, le plus simple aurait été de ne pas le nommer. Sur le plan des principes, qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence dans ce type d'affaires ? Vous avez raison, la présomption d'innocence s'applique à tous, y compris aux ministres. Le plus simple, je le répète, aurait été, vu les doutes, aujourd'hui, de ne pas le nommer ministre. Alors maintenant, raisonnons avec ce qu'on a, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence s'agissant de Damien Abad? Parce que vous me dites qu'il y avait des rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. à la Vox Populi. Je ne suis pas allé jusqu'à il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai dit il y avait des choses qui circulaient. C'est ce que dit d'ailleurs M. Jacob, je crois. Oui, mais M. Jacob n'est pas gouvernement et il n'est pas dans le bureau d'Emmanuel Macron qui compose le gouvernement. Madame Borne a sans doute entendu parler. Il y a assez de ministres venus des Républicains au sein du gouvernement actuel pour que il ne pouvait pas ne pas savoir. C'est ce que vous dites. Ça paraît suspect et si c'est le cas, franchement, c'est inquiétant. Donc la question de la présomption d'innocence, c'est même plus le sujet, vous dites. Le sujet, c'est la négligence. C'est la négligence. C'est l'imprudence. Et honnêtement, parmi les ministres qui ont été nommés, il y a ce cas qui pose problème pour une question de symbole, pour une question de lutte contre les agressions sexuelles contre les femmes. Il y a d'autres ministres qui portent question. On a quand même aujourd'hui un ministre indigéniste. C'est quand même grave. Alors on y va venir. Oh là là, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je sens votre impatience d'en parler. Mais c'est une question importante, parce que c'est un débat très vif. Donc je vous repose la question. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, le président de la NUPES, dit clairement, lui, lorsqu'il y a un arbitrage à faire entre la présomption d'innocence et des accusations qui circulent, même s'il n'y a pas de décision de justice, donc des femmes qui accusent un responsable public, il faut privilégier la parole de l'accusation aux dépens de la présomption d'innocence. C'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat et j'y vois un bémol. C'est qu'il ne faut pas que ces accusations servent d'arme politique. C'est-à-dire que si l'on n'a pas de preuves, il est difficile de démettre quelqu'un du jour au lendemain. En revanche, la parole des femmes doit primer. Oui, en effet, parce que sinon elles n'auront plus porté plainte demain. Et donc, le répète... Si vous êtes Premier ministre d'un gouvernement Rassemblement National, que vous avez un ministre qui ne fait pas l'objet d'une plainte en justice, mais sur lequel circulent des accusations qui sont reçues par une association de femmes. Est-ce que vous le démettez au nom de la supériorité de la parole de la femme sur la présomption d'innocence? D'abord, ne pas le nommer, et puis s'il est nommé, effectivement, prendre une mesure salutaire, un symbole très fort, faire une enquête approfondie, et le renommer ministre dès qu'on est tranquille, dès qu'on est sûr. Donc, principe de précaution, là Le aussi. principe de précaution, évidemment, surtout, alors on avance. Je le répète, quand on a fait de la condition de la femme et de la protection des femmes contre les agressions sexuelles une priorité. Alors, Pape Ndiaye, vous y êtes allé tout seul parce que le sujet vous brûle les lèvres, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression, très honnêtement, qu'on a un gouvernement terrible. Il a été nommé vendredi ministre de l'Éducation nationale. Elisabeth Borne, à 2 reprises, a salué ce symbole de la méritocratie républicaine. C'est un homme... C'est un écrivain, c'est un professeur d'université, un intellectuel qui a beaucoup travaillé sur la condition noire, notamment aux États-Unis. Et il était président du musée de l'immigration. C'est un homme très respecté par les milieux universitaires. Vous avez dit, Marine Le Pen, tout de suite après
la nomination, elle a dégainé, si je puis dire, un tweet assez furieux en dénonçant la nomination d'un indigéniste au cœur du pouvoir. Vous maintenez l'accusation d'Apiel? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne renie pas l'intelligence et le parcours universitaire de M. Pap Ndiaye. Il est sûrement très brillant. En revanche, je retiens de son parcours d'autres choses qui me laissent interrogatif sur le fait qu'il soit opportun de le nommer ministre de l'Éducation nationale. Quand on a participé à des réunions de paroles non blanches, c'est inquiétant. Et quand ? C'était en 2016. Quand en 2017, dans le journal Le Monde, on disait qu'il y avait un racisme structurel en France, quand on passe son temps, notamment au sein de l'association Le Cran, à définir les gens en fonction de leur couleur de peau, est-ce que vous croyez qu'on peut confier le ministère de l'Éducation nationale à quelqu'un comme ça? On peut introduire une toute petite nuance, parce qu'effectivement, il a parlé de racisme structurel, mais il a immédiatement ajouté qu'il n'y avait pas de racisme d'État en France. Il n'y a pas, a-t-il dit, une politique qui est basée sur un racisme systémique. Il l'a précisé. Oui, il a aussi, aussi précisé dans une interview radiophonique qu'il y avait un racisme de la police. Vous savez, aujourd'hui, notre France, elle est divisée comme jamais. Aujourd'hui, il y a des gens qui, en France, ne se sentent pas à l'aise, voire même n'aiment pas la France. L'ancien ministre, M. Collomb, de l'Intérieur, disait qu'on vivait côte à côte, on risque demain de vivre face à face. Est-ce que vous croyez vraiment que mettre ce monsieur comme ministre de l'Éducation... Vous pouvez dire son nom, hein, ça va Monsieur Pap Ndiaye, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Moi, je ne suis pas sectaire, contrairement à lui, apparemment. Ça ne va pas arranger les choses. Pas des procès ça crée, dès le départ, la notion de race, entre guillemets, de couleur de peau comme déterminant essentiel. C'est pas ça, la République française. Vous n'êtes pas fier, c'est la citoyenneté, c'est la nationalité. Certains disent qu'il faut être fier. Qui sont importants. Elisabeth Borne l'a dit, il faut être fier qu'effectivement, un ministre de couleur... C'est la première fois qu'un ministre noir accède à des responsabilités aussi importantes. Ça vous inquiète plus? On a déjà eu des ministres de couleur en France. Mais pas au ministère de l'Éducation nationale. Tant mieux, mais vous savez... C'est du racisme caractérisé parce que M. Ndiaye est en partie d'origine sénégalaise. C'est de la connerie humaine. Voilà ce qu'a dit Laurent Berger ce matin pour apprécier la réaction du Rassemblement national. Je vais être très clair. De la connerie humaine. Aucun racisme n'est supérieur aux autres. Le racisme est condamnable en général, qu'il soit contre les gens de couleur, qu'il soit contre les blancs. Vous savez, la France, c'est bien sûr la métropole. Ce sont aussi les territoires ultramarins. La France, c'est pas une couleur, c'est une citoyenneté, une nation. Et définir les gens par leur couleur, ce que fait M. Pap Ndiaye, vous voyez, je le cite, ça me paraît contraire à nos principes républicains. Et on a l'impression que c'est une course à l'échalote, que M. Macron veut renvoyer l'ascenseur en fait à M. Mélenchon qu'il a fait élire, en lui faisant une prise de guerre, en disant, vous voyez M. Mélenchon, je suis comme vous, moi aussi je crois qu'il n'y a pas d'idée. C'est un coup d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un coup, mais à force de coups, à force de chercher des électorats ciblés, à force de vouloir piquer des gens dans le camp adverse, on en oublie l'intérêt général, on en oublie la bonne marche de la nation, on en oublie les objectifs pour notre pays à 5, 10, 15 ou 20 ans. Il a fait un coup, ça va durer quelques jours. Vous ne lui accordez pas le bénéfice du doute à Pap Ndiaye en disant on jugera sur pièce sa politique, c'est ça qui est le plus important? Je serais le plus heureux des hommes s'il y avait une agréable surprise. Or, je vois ce qu'il a écrit, je vois ce qu'il a fait, je vois les associations dans lesquelles il a milité. Et très honnêtement, cela reste inquiétant. Monsieur Mélenchon rêve d'être Premier ministre, il ne le sera jamais. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin de l'être, puisque le gouvernement, finalement, lui fait déjà plaisir. On y reviendra tout à l'heure. Tiens, une question avant Vincent Roux. Mbappé reste au PSG. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Bon. Il y a quelqu'un de talent qui reste en France, c'est toujours une bonne nouvelle. Emmanuel Macron, a-t-il dit, est intervenu pour qu'il reste au PSG. Voilà une belle action d'Emmanuel Macron. Vous saluez sa politique à l'égard d'Mbappé? Je ne sais pas si c'est le rôle du président de la République, mais vous savez, moi, d'une manière générale, quand les talents restent en France, quand les talents servent à créer de la richesse, créer de la joie, en l'occurrence, c'est une bonne chose. Vous savez, nous, on nous a dit... D'ailleurs, vous lui permettriez de ne pas payer... payer aucun impôt de tout l'argent qu'il gagne, parce qu'il gagne beaucoup. Il y a beaucoup de talent, beaucoup d'argent. Il n'y a pas qu'un seul talent grâce à vous, parce qu'il a 23 ans. Il n'y a pas que Mbappé. Il y a
beaucoup de talent. Et nous, on veut effectivement, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, que tous les jeunes de moins de 30 ans... alors je ne voulais pas ouvrir ce chapitre, mais je le signale au passage mais moi, pour dire à quel point... ne payent pas d'impôt sur le revenu pour les garder sur le territoire, parce que la France est riche de tous ces jeunes qui veulent s'investir, qui veulent créer. Même sans votre mesure, vous voyez, il est resté. Bonjour Vincent Roux, vous êtes en direct du Figaro Live. Alors j'ai bien introduit votre question. Allez-y Vincent. Bonsoir, écoutez, on va rester sur les jeunes de moins de 30 ans et sur les joueurs du PSG. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Il y a 10 jours, justement, le milieu de terrain du PSG, Idriss Gueye, a déclaré forfait lors de la 37e journée de Ligue 1 face à Montpellier. Alors, il n'a pas donné de la raison officielle, sauf que c'était des raisons personnelles, mais il y a une polémique car il apparaît que c'est en raison d'un malaise, d'un refus de jouer le jour de l'engagement du football professionnel français contre l'homophobie. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui respectent sa liberté de conscience dans ce cas-là, ou bien est-ce que vous êtes de ceux qui pensent, comme Valérie Pécresse notamment, qu'il faut condamner et le condamner pour cet acte ? Oui, je pense que cet acte, il est condamnable. Il est condamnable parce qu'il met au banc de la société, je crois, un certain nombre de nos compatriotes qui sont homosexuels, et que ce n'est pas normal dans notre société. Vous savez, les reculs religieux en France, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux. L'égalité homme-femme est battue en brèche avec l'arrivée du burkini dans les piscines à Grenoble. Aujourd'hui, un certain nombre de nos concitoyens de confession juive ou homosexuels sont chassés de certaines banlieues communautarisées parce qu'il y aurait une vision radicale de l'islam. Il faut le dire, tout cela n'est pas acceptable. La France, c'est pas ça. La France, c'est la tolérance. En France, un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme. Une femme est l'égale de l'homme. Ce sont des principes sur lesquels nous ne devrions pas transiger. Moi, j'aimerais poser d'ailleurs la question à M. Éric Piolle, qui doit être un peu divisé entre la défense de deux minorités, entre guillemets, quand il voit de tels propos sur les homosexuels. Est-ce que ça ne le met pas un peu mal à l'aise de céder aux demandes de l'islam rigoriste? Vincent, vous avez votre réponse? Je ne comprends pas quel est le lien entre Éric Piolle et les choix d'Idriss Gueye. Moi, je le comprends très bien. Est-ce que vous pouvez préciser? Je vais vous le dire. C'est à la fois... Éric Piolle le condamné. Mais moi, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, en France, on en arrive à de tels comportements parce que petit à petit, certains élus, certains philosophes, certains penseurs ont reculé devant les demandes d'un islam politique radical qui fait que les homosexuels devraient être au banc de la société et que les femmes ne sont pas l'égale de l'homme et qu'elles devraient se cacher. Et donc, je mets en cause très clairement un certain nombre de politiciens qui, par communautarisme, ont laissé de tels comportements se propager. Bon, on a compris le raisonnement en gros, Vincent, pour en arriver là, en effet. C'est pas vous cette semaine qui aviez posé la question sur le burkini pourtant. Mais merci à vous en tout cas Vincent. Je vous présente Brigitte Boucher et Tam Tranoué qui vont vous poser des questions très précises sur le programme d'Emmanuel Macron et le vôtre. Bonsoir Laurent Jacobelli. Alors le gouvernement veut présenter son paquet pouvoir d'achat, ce projet de loi de finances rectificative avec de nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat avant les législatives. Est-ce que le gouvernement a raison de vouloir aller vite sur ce sujet fondamental pour les Français ? Il faut aller vite parce que les Français n'en peuvent plus. Hausse du prix de l'essence, hausse de manière générale d'ailleurs de l'énergie. On le voit maintenant, hausse de produits alimentaires et certains des produits de première consommation. Il faut réagir et il est heureux que le gouvernement le fasse après avoir raillé, je crois, notre campagne pour la présidentielle. Marine Le Pen en avait parlé très tôt, mais seulement il faut le faire de manière sérieuse, pas seulement de manière électoraliste. Vous aurez remarqué que les chèques pleuvent en général à 3 semaines des élections. Madame Borne ne doit pas simplement se contenter d'être la guichetière, j'allais dire, d'Emmanuel Macron et de faire des chèques. Je pense qu'il faut des mesures pérennes. Les Français ne veulent pas... Vous pensez qu'ils font ça pour gagner les législatives? Oui, ils nous ont déjà fait le coup pour la présidentielle. Donc ça peut leur permettre de gagner? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des vieilles méthodes éculées. Je regrette qu'elles soient toujours appliquées. Moi, je ne crois pas qu'on achète les Français avec un chèque essence ou un chèque alimentation. Je crois qu'il faut des mesures plus solides, plus concrètes. Vous savez, nous, on le propose et chaque député du Rassemblement national demain le proposera, le portera à l'Assemblée nationale. Il faut faire passer la TVA sur l'essence de 20% à 5,5%. Et il faut temporairement, au moins, une TVA à 0% sur les biens de première nécessité. Prenons cet élément. Le chèque alimentation, c'est là la proposition du gouvernement. Vous proposez donc cette TVA à 0%
0% pour les 100 produits de première nécessité que vous identifiez. Oui. Est-ce que la solution du gouvernement n'est pas la meilleure, puisqu'elle va viser des publics ciblés, des publics précaires, plus fragiles? Est-ce que c'est pas là la priorité? Non, vous avez raison. Elle va cibler des publics fragiles, mais elle va les cibler une fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu votre chèque consommation, qu'est-ce qui se passe? Rebelote. Le mois d'après, vous avez à nouveau des problèmes pour nourrir vos enfants. Vous avez à nouveau des problèmes. Il n'est pas dit que le chèque alimentation revienne mais pas on va tous les pas mois continuer. pendant mais quelques temps. Il y a un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais ce même gouvernement, aussi, si je peux vous répondre, non, la nôtre est sur l'essence par exemple n'est pas temporaire. Et sur les produits de première nécessité. Si je peux vous répondre. On ne peut pas, d'un côté, se vanter d'être les meilleurs en finance, les meilleurs en économie, dire qu'on a réduit le chômage au minimum, et en même temps constater, les bras ballants, qu'aujourd'hui, pour survivre, des Français ont besoin de chèques alimentaires. Quelle régression! Je pense qu'il faut prendre des mesures. Le gouvernement n'est pas responsable de l'inflation, qui est le notamment gouvernement, due à l'augmentation des prix des carburants, la géopolitique, une situation internationale. Ça, c'est un peu simple. Les Gilets jaunes, je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire récente, le phénomène avait commencé à cause du prix de l'essence. Vous savez, en France, 2/3 du prix de l'essence, ce sont des taxes. Eh bien, je crois que le premier à faire un effort, ça doit être le gouvernement, parce qu'on est dans un paradoxe qui n'est plus accepté par les Français. Plus l'essence augmente, plus l'État s'enrichit, et plus les Français s'appauvrissent. Donc, je crois qu'il faut maintenant changer ça, retrouver un équilibre sérieux. Moi, je pense à ces Français qui doivent faire 50 km le matin, 50 km le soir pour aller travailler. Eh bien, quand on a 300 € d'essence à payer par semaine et que ça devient 400 et que ça devient 500, ce n'est plus supportable. Le gouvernement met en place un bouclier tarifaire sur ce sujet. C'est une fois encore du provisoire. Brigitte. Il faut enlever de la taxe sur l'essence, c'est la seule solution. Alors, vous proposez également des hausses de salaire de 10%, mais vous avez certainement entendu François Asselin, le président de la CPME, ce matin, qui dit qu'il n'y aura pas d'augmentation uniforme des salaires par les entreprises. Est-ce que du coup, votre projet n'est pas caduc? Non, et d'ailleurs, on est plutôt d'accord avec lui. C'est-à-dire que nous, ce que nous proposons, c'est que les entreprises qui le veulent, qui le souhaitent et qui veulent augmenter leur masse salariale, en tout cas leurs salariés, de 10%, soient exonérés des charges patronales sur ces 10%. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait des secteurs en tension. Donc vous ne proposez pas vraiment l'augmentation de 10% c'est pas une pour tous les salaires, pour tous, pas quoi. ça que vous mais on n'a jamais dit ça. Ah oui, donc c'est on a comme toujours ça que été ça va très être clair. sur certains salariés. On a toujours été très clair sur notre mesure. Pourquoi? Parce que c'est une mesure qui ne fait de mal à personne et qui peut faire que du bien. Ça ne fait pas de mal à l'État. Oui, mais pas à tout le monde. Non, mais ça ne fait pas de mal à l'État parce qu'il n'y a pas moins de charges qui rentrent. Ça ne fait pas mal aux entreprises parce que ce sont celles qui le décident. Et ça fait évidemment du bien aux salariés. Pourquoi est-ce que nous voulons cette mesure? Parce que nous, on ne croit pas à la baguette magique. On ne croit pas qu'en tapant sur les entreprises, on créera de l'emploi demain, comme le croient certains. Nous, on pense que les entreprises qui le veulent peuvent augmenter les salaires. Les entreprises en tension, on parle souvent de la restauration, du tourisme, qui cherchent des bras. Et bien pour ça, il faut augmenter les salaires. Mais si derrière, vous avez l'État qui frappe et qui dit attention, vous venez d'augmenter de 10 €, eh bien nous, on va vous reprendre 10 € supplémentaires. Forcément, les patrons reculent. Donc cette mesure, elle est sage. Elle prend en compte les équilibres économique et surtout, elle ne tape pas, une fois encore, sur la tête des PME et TPE qui n'en peuvent plus. C'est une solution. Mais ce ne sera de pas bon une sens. augmentation pour tous, il faut quand même bien le préciser. Mais nous avons toujours été très clairs là-dessus. Est-ce que vous trouvez que ça doit être conditionné, c'est-à-dire que des aides qui ont été données pendant la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont été aidées, est-ce qu'elles ne doivent pas, aujourd'hui, à leur tour, mettre la main au portefeuille? Vous savez, beaucoup d'entreprises qui ont été aidées pendant la crise sanitaire, et très honnêtement, il faut reconnaître que là, le gouvernement, sur cette partie-là précisément, a fait le boulot. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans la situation de se demander comment elles vont rembourser. Nous avions fait une proposition qui était sage, c'était de transformer cette dette en fonds propres, pour faire simple, c'est-à-dire pour recapitaliser les entreprises. Mais vous savez, beaucoup d'entreprises voient le mur de la dette se rapprocher à vitesse grand V. Donc ces mesures-là, qui étaient hier utiles, vont demain demander beaucoup de vigilance pour que le nombre de faillites ne croisse pas de manière exponentielle. Donc il faut effacer la dette des entreprises? Il faut en tout cas imaginer un système, c'est ce que nous proposons, de faire en sorte que cette dette soit réintégrée dans les fonds propres. Parce que Bruno Le Maire avait dit on regardera ça au cas par cas. On regardera ça au cas par cas. Oui, mais je pense que pour les TPE et PME, il faut généraliser la mesure. Autre proposition du président de la CPME ce matin, c'est d'étaler la prime Macron pour que les entreprises puissent la verser et que ça ne pèse pas trop sur leur trésorerie. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Tout ce qui va dans le sens d'un allègement des conditions de trésorerie des entreprises va dans le bon sens. Voilà. Mais vous me parliez tout à l'heure du Donc fait... Donc la prime Macron, vous validez? Ça peut permettre à plus de bénéficiaires de l'obtenir si on la verse en plusieurs fois? Pourquoi pas? Tout ce qui va dans le sens de la valorisation du travail et de l'augmentation du pouvoir d'achat, sans pour autant asphyxier les entreprises, va dans le bon sens. Donc vous ne demandez pas qu'elle soit obligatoire? Non. Une fois encore, il y a
des entreprises qui ne pourraient pas se le permettre, pour lesquelles ce serait la chronique d'une mort annoncée. Je pense que dans la situation de turbulence dans laquelle nous sommes, nous devons protéger chaque TPE et chaque PME comme un joyau. Tam, pardon. Oui, sur autre les loyers. mesure, le blocage des loyers qui est donc sur la table du gouvernement, c'est ce que proposent plusieurs associations de locataires. Et Elisabeth Borne, la Première ministre, a estimé, elle, que c'est une fausse bonne idée, car il y a de nombreux propriétaires qui sont de petits retraités, qui ont des petites retraites en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut de la concertation, que ça ne peut pas venir d'en haut, que ça ne peut pas être imposé. Parce qu'effectivement, c'est la question du pouvoir d'achat qui est derrière, on va être clair, et qui découle de la question de l'inflation. Mais des gens aujourd'hui ont du mal déjà à se nourrir. Donc payer un loyer supplémentaire, c'est un problème. Mais dans le même temps, vous l'avez dit, ces loyers parfois sont un complément de retraite pour des gens qui, sans cela, toucheraient 600, 700 euros de retraite et qui ne pourraient pas vivre si on gelait l'augmentation des loyers. Donc je pense qu'il faut de la concertation, qu'on ne peut pas, comme le fait Madame Borne... Pour, par exemple, trouver une solution médiane de plafonnement, plus pourquoi que, pas, plus bien que de sûr, blocage. bien sûr. Un plafonnement serait probablement une bonne idée. Le faire avec les associations de locataires, mais aussi avec les bailleurs, parce qu'il n'y a pas que des grands propriétaires qui louent leurs locaux ou leurs appartements. Il y a aussi des petits propriétaires pour qui c'était la poire pour la soif. Pendant qu'ils ont travaillé, ils ont connu. On va rappeler que l'indice de révision des loyers est axé sur l'inflation. On peut le dire. Et donc, c'est un peu résumé, mais c'est un peu ça. Ça va beaucoup augmenter logiquement avec l'inflation. Mettez-vous à la place d'un retraité qui va avoir l'inflation, qui va devoir payer son essence plus cher, les fruits et les légumes plus chers. Si, de l'autre côté, une de ses sources de revenus n'augmente pas, eh bien, on va le mettre en précarité. Donc, la précarité des uns ne peut pas être comblée par la précarité des autres. C'est pour ça qu'il faut une voie médiane. Donc, même un plafonnement, ça serait quand même tout à fait compliqué pour ces ce serait probablement une voie, mais pour ça, il ne faut pas rejeter du revers de la main toute solution, comme semble l'avoir fait Mme Borne. Il y en a d'autres. Alors, on va encore parler une dernière mesure sur le pouvoir d'achat, une proposition du gouvernement, c'est le leasing à hauteur de 100 € par mois, donc qui a été proposé par Emmanuel Macron, pour que tout le monde puisse avoir accès à une voiture électrique. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Écoutez, comment ça sera appliqué ? Quelles seront les modalités ? Comment est-ce qu'on pourra y avoir accès ? Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait, sans mauvais jeu de mots, des usines à gaz pour tout. Pourquoi il n'accepte pas ? Parce que vous allez voir que pour avoir ce leasing, ça ne va pas être si simple. Quelle voiture ? Quel est le coût total de la voiture quand même ? Parce qu'il faut se poser la question. Ce gouvernement est tellement déconnecté qu'il pense que quand on a une voiture qui, sur le marché de l'occasion, vaut 2 000 €, qui marche au diesel, on peut, du jour au lendemain, investir dans une voiture qui en vaut 40 000 parce qu'elle est électrique. Je pense que la première mesure pour favoriser l'accès à la transition écologique. C'est le prix du plein. Voilà, c'est le prix de l'essence sur un mois, c'est même peut-être moins pour beaucoup de personnes dont vous dites qu'elles prennent leur voiture tous les jours. Oui, peut-être. Ça peut permettre d'avoir accès à une voiture électrique. Ça peut permettre, c'est ça le deal, entre guillemets. Soyons pragmatiques. Ouais. Si ça peut permettre à certains d'accéder à une voiture plus neuve et d'avoir moins de frais d'essence, évidemment qu'on ne va pas dire non. Et de moins polluer, tout le monde en profite. Ça, on est moins sûr. Mais une mesure qui aiderait tous les Français serait une baisse de la TVA sur les produits énergétiques et notamment sur le gasoil et sur l'essence, parce qu'une fois encore, il faut arrêter de faire croire que les automobilistes sont de dangereux pollueurs et que c'est en leur tapant dessus qu'on C'est quand même une mesure en faveur de la pollution si vous financez le carburant. Oui, vous savez, aujourd'hui, les batteries, malheureusement, sont fabriquées à l'étranger, souvent en Chine, à base de terre rare. Alors l'électricité pollue plus que... si on se retire du nucléaire et qu'on va vers l'éolienne, comme ça ensemble prendre le chemin, oui, au final, la solution n'est pas forcément très bonne. Un point de TVA, ça vaut entre 2,5 milliards et 6,5 milliards, donc ça a un coût très très important. Si vous baissez à la fois la TVA sur les carburants ainsi que sur les prix de produits de première nécessité, ça fait un trou important dans les finances de l'État. Oui, ça fait à peu près 11 à 12 milliards par an, mais, minimum, mais une fois encore, ça c'est le premier effet. Quand vous réduisez la TVA, effectivement, le premier effet pour l'État, c'est une baisse des recettes. Le deuxième effet, c'est que les gens consomment plus et que donc ils paieront de la TVA sur plus de produits. Et donc, le déficit est partiellement comblé. Et puis, une fois encore, depuis plusieurs années où l'essence est passée au-dessus de 1,75, l'État s'est enrichi sur la TVA
sur le dos des automobilistes. La question est, qu'a-t-il fait de cet argent? Parce que Là, il baisse de 18 centimes. D'accord, d'accord, mais là encore, ce sont des mesures temporaires. Mais une fois encore, 600 milliards de dettes supplémentaires. Augmentation. C'est la crise Covid, on peut pas... Oui, non, mais d'accord, mais augmentation des recettes de TVA sur l'essence. Où est passé l'argent? Vous savez, il y a des zones d'économie. Il y a en France beaucoup de fraude fiscale et sociale, au minimum. Et on a lu un certain nombre de rapports du Sénat qui le disaient. Au minimum, 40 milliards. Il faut y aller. On a une immigration qui nous coûte au bas mot 18 milliards par an. Vous voyez, les zones d'économie, elles existent. Mais plutôt que de tondre les Français qui payent leur essence pour aller travailler. Alors, parlons Il y a d'autres pistes d'économie. Ouais, des retraites. Il n'y aura pas de concertation avant septembre, a dit le gouvernement. Est-ce que vous trouvez que c'est un abandon en rase campagne? Oui, mais vous savez, ce gouvernement est déterminé à faire passer la retraite à 65 ans, non pas parce que c'est une opportunité, non pas parce que c'est une mesure de bon sens, mais parce que c'est idéologique. Vous avez, j'imagine, comme moi, lu les rapports du comité d'orientation des retraites. Moi, je les lis toujours avec beaucoup d'attention, parce que le gouvernement s'y réfère souvent. Eh bien, ces mêmes rapports nous disent que, passé 2030, avant le milieu des années 2030, les caisses de retraite, dans la situation actuelle, seront à nouveau en équilibre. Est-ce qu'on va mettre un coup de poignard dans ce système auquel les Français tiennent tant pour quelques années difficiles? Vous savez, pas seulement pour ça, le gouvernement dit qu'il veut financer la protection sociale et notamment la dépendance, notre modèle social. Donc l'argent des retraites va aussi servir à cela. Mais en partie, moi, j'aimerais expliquer quelque chose. Aujourd'hui, un Français sur deux, lorsqu'il arrive à l'âge de la retraite, est soit chômeur, soit en invalidité. Et donc, décaler l'âge de la retraite, c'est faire qu'au lieu de rester 3 ans chômeur, il restera 4, 5 ou 6 ans. Au lieu de rester 2 ou 3 ans en invalidité, il restera 4, 5 ou 6 ans. Et donc, vous allez, pour un temps très court, améliorer la situation des caisses de retraite, mais vous allez aggraver le déficit des caisses chômage et des caisses santé. Dans la réforme, il n'y a pas que l'âge à 65 ans, il y a aussi de tenir compte de la pénibilité, partir à 60 ans pour ceux qui ont des carrières très longues. Oui. Donc bien sûr. Il y a les deux, en fait. Il faut On a fait nos calculs. Mélanger. Ouais. Vu les données que je viens de vous énoncer, ça veut dire, en moyenne pour l'ensemble des Français, une baisse des pensions de 10%, puisque plus rares seront ceux qui arriveront à taux plein à la retraite à 65 ans. Mais vous savez, moi je veux bien, même imaginons que le gouvernement a raison. Allez, je vous concède ça. Est-ce qu'on est obligé de voir la question de nos anciens avec une calculette et un boulier seulement? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que tous ceux qui ont travaillé pour la nation, qui ont enrichi notre pays, qui ont permis de créer l'économie, ne méritent pas, après 60 ans ou 62 ans, de vivre une retraite en bonne santé, en profitant des leurs et en profitant de leurs loisirs? Alors on vit de plus en plus longtemps. On vit de plus en plus longtemps, pas toujours en bonne santé, mais une partie de la population qui peut travailler plus longtemps sans dommage en termes de santé. Donc, très bien, mais vous le savez, et on vit de plus en plus longtemps. Je vous le répète, avoir une retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, puis progressivement jusqu'à 62 ans, ça permet de vivre heureux à la retraite, ça permet de ne pas alourdir les dettes des caisses sociales et de sécurité sociale volet santé, et ça permet aussi de vivre heureux. Le rapport, il se base quand même sur la réforme Touraine et sur le décalage de l'âge de la retraite. Vous, si vous prévoyez de partir en majorité à 60 ans ou 62 ans, eh bien, de fait, vous allez alourdir le 9 déficit. milliards. Voilà. 9 milliards par 9 an. milliards, c'est quand même pas rien. C'est pas rien jusqu'au milieu des années 2030, vous avez raison, mais après, c'est tout à fait absorbable. Mais une fois encore, ces 9 milliards, vous allez les gagner ailleurs. Je le répète, quand on arrive à 65 ans à la retraite, mais que depuis l'âge de 55 ans, on est au chômage, puis au RSA, honnêtement... Depuis le début de l'émission, on a déjà dépensé plus de 20 milliards, en fait, à vous écouter. Je vous dis ce qu'a dit Elisabeth Borne dans le journal du dimanche. Je vous ai proposé, moi, des économies de plus de 68 milliards. Elisabeth Borne, qui a parlé de vous. Elle a dit qu'annoncer aux Français qu'ils vont travailler moins, brandir la retraite à 60 ans, c'est leur mentir. C'est ce qu'a fait le RN pendant des années. Alors, répondez à Elisabeth Borne. Est-ce que vous avez menti aux Français pendant des années? Non. C'est elle qui nous ment. C'est elle qui nous ment en disant que si on ne réforme pas le système va s'effondrer. Je vous le répète, je crois vous l'avoir prouvé, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent tant à cette retraite à 65 ans? D'abord parce qu'ils ont la pression de l'Union européenne. Vous savez que contre un certain nombre d'aides économiques, eh bien, il y avait mise en place... C'est un gage donné à Bruxelles absolument, mais c'est d'ailleurs tout à fait officiel. Et puis il y a une vision, je le répète, idéologique, macroniste. Pour Emmanuel Macron, nous sommes des consommateurs
producteurs. À partir du moment où on ne consomme pas assez, on ne produit pas assez, on ne compte pas. C'est pour ça qu'ils délaissent la santé, c'est pour ça qu'ils délaissent l'éducation nationale, c'est pour ça qu'ils délaissent nos anciens. Du gouvernement. Alors vous proposez la retraite minimale à 1 000 €, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que compte tenu de l'inflation, vous vous dites, tiens, il faudrait peut-être la relever, est-ce qu'il faudrait relever ce seuil de 1 000 €? Il ne vous aura pas échappé aussi dans notre programme que nous étions pour l'indexation des retraites sur l'inflation. Donc évidemment, Donc la retraite minimale. Si nous pouvons mettre en place, lorsque nous serons élus à l'Assemblée nationale et que nous aurons beaucoup de députés, ce système, si le gouvernement accepte que nous le fassions passer, nous revaloriserons les choses. Mais vous savez, nous, on ne veut pas faire comme M. Mélenchon. Elle passera à combien, votre retraite minimale? Ça dépend de l'inflation, donc nous le verrons bien. Pour l'instant, Macron propose 1 100 €, Jean-Luc Mélenchon le niveau du SMIC. Pour l'instant, nous restons. Donc vous, c'est un peu chiche, hein? C'est chiche, mais raisonnable. Et c'est honnête. C'est pas raisonnable ce que propose Emmanuel Macron avec 1 100 €? 1100 avec toutes les annuités. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pratiquement plus personne n'arrivera avec ces annuités complètes si on passe la retraite à 65 ans. Une fois encore, mais vous savez, je crois que les Français ne sont pas dupes. Les belles promesses d'Emmanuel Macron n'engagent que ceux qui les croient, comme disait, je crois, Charles Pasqua, en tout cas n'engagent que lui-même. Les Français en ont assez soupé de sa politique pour croire une seule de ses paroles. Il y a des promesses et puis il y a des réalisations. Tam, sur le chômage. Oui, effectivement, hein, le plein emploi est à portée de main, a dit ce matin donc Elisabeth Borne lors de sa passation de pouvoir avec Olivier Dussopt. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous saluez aussi la politique qu'il y a eu lors de ce quinquennat et qui a eu pour effet de faire quand même très sensiblement reculer le chômage? Oui, et créer 400 000 pauvres, créer un nombre de Français mal logés qui ne cesse de croître. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens... Mais vous ne contestez pas les résultats sur le chômage? Mais en revanche, si je peux me permettre de terminer ma phrase, je conteste le modèle qui est qu'aujourd'hui, on peut travailler et ne pas pouvoir se loger. Voilà. Aujourd'hui, on doit vivre dignement de son travail. Je pense que la valeur travail doit être remise au centre de notre politique économique. Vous savez, c'est à long terme qu'il faut le réfléchir. C'est à long terme. Si on continue dans cette mondialisation échevelée, si on continue de faire en sorte que, au sein même de l'Union européenne, nous financions notre propre concurrence, que nous acceptions avec des traités de libre-échange, que des produits arrivent du bout du monde en ne respectant pas les mêmes normes que celles qu'on impose à nos entreprises, avec des prix 5 fois inférieurs, eh bien nous allons tuer les entreprises françaises. Et donc il faut réfléchir non pas pour l'heure, non pas pour les prochaines législatives seulement, il faut réfléchir à long terme. Ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Son modèle économique n'est pas compatible avec le plein emploi. Et puis vous savez, quand on a... Vous n'y croyez pas? Le plein emploi à la fin du quinquennat en 2027? Écoutez, je vais vous dire franchement, ma plus grande joie, ce serait de revenir vous voir dans 5 ans et de vous dire je me suis trompé. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas d'abord parce que notre taux de chômage est quand même très largement supérieur à beaucoup de nos voisins européens. Il a quand même baissé. Un peu plus de 7%. Pas aussi fortement que ça. Il a baissé, c'est vrai, mais nous sommes toujours à 5,3, je crois, millions de chômeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des chômeurs qui ont été changés de catégorie. Donc, ces tours de passe-passe ne trompent personne. C'est une illusion pour vous, c'est la façon de compter les chômeurs qui a changé? Il y a vraiment moins de chômeurs aujourd'hui, je le dis, mais pas de manière aussi significative que le dit la propagande du gouvernement, et surtout pas de manière pérenne, et croyez bien que je le regrette, si nous ne changeons pas les fondamentaux de l'économie macroniste. Vous avez parlé de valeur travail à l'instant. Pour arriver à ce résultat du plein emploi en 2027, le gouvernement mise notamment sur une réforme du RSA, une nouvelle couche de réforme sur l'assurance chômage. Est-ce que ça, ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va dans le sens de la reconnaissance de la valeur travail? Non, c'est brader le travail. Voilà. Quand on dit qu'en face du RSA, il va falloir travailler un certain nombre d'heures, on fait qu'aujourd'hui, le travail peut être rémunéré à 6 € de l'heure. Voilà. Quand on appelle à une immigration massive pour faire les travaux que, soi-disant, les Français ne seraient pas capables ou ne voudraient pas faire... les agriculteurs, ils ont eu bien besoin quand même d'immigration. On tire les salaires par le bas. Mais vous voyez ce type de raisonnement. Etc. Ce type de raisonnement tire les salaires vers le bas, amène une paupérisation et crée un nouvel esclavagisme. Nous, ce n'est pas notre modèle. Nous pensons que quand il y a plus de 5 millions de chômeurs, eh bien, il faut donner envie aux Français d'occuper ces travaux. Eh bien, parfois, la pénibilité de certains travaux n'est pas en phase avec le salaire qui est proposé. Et d'où la mesure des 10% de proposition d'augmentation de salaire. C'est-à-dire rendre le travail plus attractif, notamment en fonction de la pénibilité. Mais si on augmente les salaires de manière volontaire de la part des entreprises. Et si on garantit une retraite à 60 et 62 ans, beaucoup de ces métiers pénibles deviendront à nouveau attractifs. Nous, ce que nous voulons, c'est
créer de l'emploi pour les Français avant d'imaginer en créer pour d'autres. Merci. On va parler pas tout à fait autre chose, hein, plutôt le casting de vos candidats aux législatives. Brigitte. Voilà. Plusieurs de vos candidats aux législatives sont faits remarquer par leur amateurisme. J'en prends pour exemple cette candidate qui ne sait pas ce que ce sont les services publics, ou ce candidat qui montre une photo de sa femme qui est noire pour expliquer qu'il n'est pas raciste. Est-ce que c'est vraiment respecter les Français que de présenter ce genre de candidat aux élections législatives? Vous savez, on peut réussir une émission de télévision et être un mauvais élu. Le président de la République, je crois, est un beau parleur, et moi je considère que son quinquennat est un échec. Enfin là vous êtes fiers d'être des amateurs, là? C'est ce que disait le président de la République. Mais je vous retourne la question. Vous savez, quand c'est votre première télévision, oui, vous pouvez être pris par le stress. Vous avez fait votre première télévision. J'imagine que c'était stressant, je suis sûr que vous l'avez réussi. Est-ce que pour autant vous serez un mauvais député? Il n'y a pas des lacunes. Il y a pas des lacunes. Je pense qu'il y a un stress. Vous pourriez faire d'ailleurs à peu près la même chose avec des candidats de tous les partis. Moi, vous savez, j'ai vu des débats où des candidats d'autres partis stressaient, cherchaient leurs mots. Est-ce que c'est grave? Alors, est-ce que vous les avez suffisamment formés, préparés pour être candidats aux législatives? Nous les avons formés, préparés pour être députés. C'est-à-dire que nous avons regardé leur parcours personnel, leur parcours politique, leur parcours humain. Et nous avons dit, est-ce que ces 567 candidats, demain, s'ils sont élus, pourraient être de bons députés? Et à chaque fois, nous avons tiré la conclusion que oui. Est-ce qu'ils pourront être des bons débatteurs pour leur premier débat? Honnêtement, c'est pas la question. On peut avoir raté un débat, et certains ont raté leur débat, et être demain un très bon député, parce qu'on sera sur le terrain, parce qu'on est solide sur ses valeurs et ses fondamentaux, et parce qu'on a la France au cœur et envie de défendre nos concitoyens. Vous voyez, moi je pense que c'est la sincérité qui devrait être mesurée. C'est pas plutôt un problème de recrutement chez vous? Non, je ne crois pas. Vous n'avez pas peut-être suffisamment attiré de candidats? Non, nous avons de très bons candidats, moi je les assume, croyez-moi, et simplement... Alors, vous les aidez là, ceux qui ont montré des faiblesses quand même caractérisées? Vous savez, par un manque de connaissances, de compétences. C'est pas un manque de connaissances et de compétences. Les électeurs attendent quand même qu'on connaisse les dossiers. Oui, bien sûr. Que les élus connaissent les dossiers. Vous-même, vous travaillez, on le voit bien. C'est gentil. Eh bien, ceux qu'on a vus là n'ont pas travaillé. Ils l'ont admis qu'ils n'avaient pas préparé. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je suis porte-parole, j'ai la chance d'être porte-parole du Rassemblement national. Je fais beaucoup de débats de télévision. Et j'ai en face de moi souvent de bons orateurs, avec de bons arguments, et qui me disent les yeux dans les yeux, nous allons combattre la politique d'Emmanuel Macron. Je suis l'opposition. Et qu'on retrouve le jour d'après, candidat macroniste, ou même ministre d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai débattu avec M. Abad, qui m'expliquait qu'il était l'opposition, que M. Macron était le mal absolu. Vous choisissez le nom complètement par hasard. Parce que c'est une prise au LR. Ouais. Voilà. Non, oui, il n'y a aucune référence. On en a parlé librement au début d'émission, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai débattu aussi avec des gens de gauche qui se sont retrouvés à soutenir M. Macron. Est-ce que ces gens-là, même s'ils ont le verbe haut, même s'ils savent se tenir sur un plateau, sont des gens de confiance? Est-ce qu'ils sont des bons élus? Moi, je ne le crois pas. Est-ce que c'était utile d'être présent dans toutes les circonscriptions? Oui, je le répète, ce n'est pas un débat... Est-ce qu'il ne fallait pas cibler, peut-être? Nous avons ciblé les candidats. Nos 567 candidats sont de bons candidats. Ils feront, s'ils sont élus, de bons députés. Est-ce qu'ils ont fait, lors de leur première prestation, un bon débat? Non pour certains. Est-ce que c'est grave? Non. Une dernière question sur Jordan Bardella, peut-être. Est-ce que Jordan Bardella, qui est président par intérim, va devenir président pour de bon du Rassemblement national? Et à ce moment-là, quand? Écoutez, il faut que vous posiez la question à deux personnes. On demande votre avis. Voilà. Quand même. Alors, moi, je vais vous votre dire, avis. Nous, on a la chance incroyable d'avoir une figure emblématique qui s'appelle Marine Le Pen et un très bon président de parti qui s'appelle Jordan Bardella. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera forcément très bon. Vous bottez en touche. Je botte pas en touche. Alors, on sait que Marine Le Pen ne reprendrait pas forcément les rênes du parti. Alors, est-ce que si Marine Le Pen souhaite reprendre les rênes du parti, nous serons heureux? Oui. Est-ce que Jordan Bardella a la capacité d'être un très bon président de parti? La réponse est oui. Est-ce que ça vous semblerait bon pour l'avenir du parti, pour Marine Le Pen, qui pourrait se consacrer à peut-être une prochaine présidentielle, qu'il devienne le patron du parti? Moi, je laisserai les instances décider. Mais vous ne nous répondrez pas. Non, mais si, attendez, laissez-moi la fin de la phrase. Non, si vous nous dites la même chose, on perd du temps. Avoir deux talents, un qui gère le parti et un qui est la figure politique, ce serait, je crois, mais est-ce que Jordan Bardella peut assurer la relève si Marine Le Pen n'est pas candidate à la prochaine élection présidentielle? D'abord, là, on est vraiment loin. Est-ce qu'il en a les capacités? Jordan Bardella, je crois qu'il l'a montré.
il a la capacité politique, il a la capacité de gestion, il a la capacité humaine, il a, je crois, un fort pouvoir charismatique. Jordan Bardella a toutes les qualités requises pour être un bon président de parti. Est-ce que Jordan Et Bardella candidat à la présidentielle. Je crois qu'il ferait un excellent candidat. Quand, je ne sais pas, mais il ferait un excellent candidat. Eh bien, c'est une déclaration qu'on retiendra. Merci Brigitte. C'est mon avis. Merci Tam. Jordan Bardella, candidat à la présidentielle, ça vous irait tout à fait. Marine Le Pen aussi, j'ai dit. Oui, non, mais ça, on a compris. Mais elle a déjà été, vous avez été son porte-parole. Tiens, un mot, on voulait aussi vous interroger, mais je vais le faire. Éric Zemmour, c'est une claque pour vous s'il est devant vous à Saint-Tropez, il est candidat dans la 4e circonscription du Var. D'abord, je ne crois pas qu'il sera élu. Mais si jamais il l'était, c'est le verdict des urnes, et donc ça ne peut pas être une claque en soi. Vous savez, je sais que vous allez me poser la question des alliances. Nous n'avons pas choisi de faire alliance avec Reconquête parce que nous avons déjà un certain nombre de divergences sur des points programmatiques, et puis qu'une fois encore, les conglomérats contre nature, je crois que c'est pas bon. On l'a vu avec ce que fait M. Mélenchon et un certain nombre d'autres partis de gauche qui se trouvent obligés, alors qu'ils sont républicains et laïcs, de faire partie, de s'asseoir à la même table que des gens qui veulent le burkini dans les piscines, qui sont d'accord pour des réunions interdites aux blancs. Tout cela n'est pas très raisonnable. Et il y a un premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine et on verra bien ce qui se passe. Alors, s'il est élu, et que vous l'êtes aussi, vous aurez peut-être un parti à l'Assemblée, oui. Il pourrait venir dans le parti ? Ce sera son choix. Dans le groupe, pardon. Dans le groupe de l'Assemblée nationale. On est même plus Est-ce que vous l'accepteriez ? On n'est même plus dans la politique fiction, on est dans la science-fiction. Je ne vois pas Éric Zemmour accepter d'aller dans un groupe tenu par un parti politique qu'il estime lui-même comme étant une vieille boutique dont il faut se débarrasser. Si par miracle, il est touché par la grâce et il demande à être assiégé à vos côtés. On s'appelle Rassemblement, donc s'il est touché par la grâce, pourquoi pas ? Vous me voyez très dubitatif. Yves Tréhard s'est installé en face de vous. Bonsoir mon cher Yves, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, c'est à vous. Alors on va faire un peu de politique, on ne fait que ça d'ailleurs. Campagne présidentielle qui a probablement été la meilleure, si on en croit le résultat de Madame Le Pen depuis 3 fois qu'elle se présente. Omniprésente justement dans les médias, avec la volonté de gagner. Contrairement à son père, dont on pouvait douter à l'époque s'il voulait vraiment gagner cette élection. Et puis là, il y a des élections législatives. Et ils sont où, les candidats à Rassemblement National ? Sur le terrain ? Vous êtes où ? On ne vous entend pas. On écoute Madame Le Pen qui a des ambitions qui paraissent très faibles et qui dit de toute manière Macron a gagné. Donc voilà. C'est quoi la stratégie ? Je vous sens très inquiet, frère. Je vais vous rassurer. Quelle est la stratégie ? D'abord, Marine Le Pen fait beaucoup d'interviews dans les télévisions et dans les radios. Elle fait une campagne de terrain. Elle va soutenir nos candidats. Elle est en ce moment même dans les Bouches-du-Rhône pour soutenir nos candidats. Tous nos candidats font une campagne de terrain. Jordan Bardella, lui aussi, va expliquer notre vision stratégique sur les plateaux. Notre mission, elle est très claire. Avoir le maximum de députés à l'Assemblée nationale. Combien ? Une indication. On a 150 circonscriptions, je crois, où Marine Le Pen est arrivée en tête. Oui. Bon, eh ben on va se battre pour les avoir. Oui. Maintenant, ce que nous ne voulons pas faire, parce que nous voulons être honnêtes avec les électeurs, qui en ont un peu marre, je crois, des fausses promesses, c'est de faire comme M. Mélenchon, dire, eh bien, nous aurons la majorité absolue et je serai Premier ministre. Personne n'y croit, pas lui-même. D'ailleurs, il est même pas candidat. C'est un clown ? Non, un clown, c'est drôle. Je crois que... Et M. Mélenchon n'est pas drôle ? Non, je crois pas, non, je pense qu'il est aujourd'hui un vrai danger pour notre République. Vous diriez qu'il est dangereux pour la démocratie ou pour la France ? Pour la France, pour la démocratie, pour la République et pour la laïcité. Vous savez, moi je vois Jean-Luc Mélenchon comme un homme qui a tout renié, qui est sans foi ni loi, et qui est prêt à vendre son âme pour des électeurs. On le voit dans sa course effrénée au vote communautariste. On le voit quand il essaye de nous expliquer que voiler la femme est un progrès pour le monde. On le voit quand il excuse tout et n'importe quoi pour aller ratisser le plus large possible. Cet homme a perdu son âme. Aujourd'hui, il cherche une voie de sortie. Il nous annonce qu'il sera Premier ministre. Il ne le sera pas. Ce sera probablement pour lui l'occasion de tirer sa révérence politique. Honnêtement, tout cela n'est pas sérieux. Je crois que je préférais le sénateur à Barbiche quand il était sénateur et qu'il répétait du matin au soir assimilation, république et laïcité. Lui, au moins, je le respectais.
Donc c'est quelqu'un qui se place dans le séparatisme Oui. par rapport... L'indigénisme, le racialisme, le séparatisme. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, moi, un homme qui veut désarmer la police, qui nous présente nos forces de l'ordre comme des gens étant racistes, qui applaudit quand autour de lui on crie « tout le monde déteste la police ». Cet homme-là n'a pas la stature d'un homme d'État. Une fois encore, c'est pas responsable. Un discours anti-français, si je En vous tout écoute bien. cas, un discours incompatible avec ce qu'est la France. À défaut, il a eu des électeurs. Il en Oui. a eu Ah, mais beaucoup. vous avez bien remarqué que je fais la différence et que je parle de Jean-Luc Mélenchon, que je ne parle pas de ses électeurs, mais je crois que beaucoup vont se sentir trahis en l'écoutant, se sentir trahis aussi par cette espèce d'alliance, parce que il y a dedans des gens peu fréquentables quand même, des gens, je le répète encore, mais qui font des réunions interdites aux Blancs. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Vous reconnaissez quand même qu'il a des électeurs qui peuvent aussi voter pour vous? Bien sûr, Ah, mais d'accord. évidemment. Alors, justement, lorsque- pourquoi, dans le cadre de cette campagne électorale, puisque vous avez vu, et c'était pas prévu, que Jean-Luc Mélenchon talonne Marine Le Pen à l'élection présidentielle, comment vous faites justement pour essayer de les séduire, ces électeurs-là, et le faire en sorte qu'ils viennent vers vous à l'occasion de ces élections législatives? Nous leur C'est par- quoi le leitmotiv de ces élections pour vous? C'est quoi? Le pouvoir d'achat. Voilà. Pouvoir d'achat. On a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de mesures. Nous pensons que c'est l'urgence absolue. Absolue. Deuxièmement, faire barrage à Emmanuel Macron. Voilà. Parce qu'on pense que 5 ans supplémentaires, la France ne s'en remettrait pas. Et nous allons expliquer, et c'est pour ça que nous sommes beaucoup sur le terrain, à tous les électeurs que la seule voie raisonnable et de bon sens contre Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. Qui peut croire Si vous gagnez pas les élections législatives, comment vous pouvez faire barrage? Qui peut croire que Jean-Luc Mélenchon, qui le vendredi appelle à voter de manière déguisée, mais personne n'est dupe, Emmanuel Macron, le lundi suivant, appelle les Français à descendre dans la rue pour lutter contre la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure, qui lui a renvoyé l'ascenseur en nommant ministre de l'Éducation, quelqu'un qui aurait eu sa place à la France insoumise, tant il fait de la race et de la couleur le centre de sa politique. Moi, je crois que c'est dangereux, et donc il faut clairement que nous convainquions nos compatriotes que oui, nous sommes une opposition raisonnable et déterminée. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un mot que vous prononcez jamais, alors que il serait, me semble-t-il, de bon ton, si j'étais de votre côté, en étant au Rassemblement national, c'est le mot proportionnel. Vous faites un bon score à l'élection présidentielle et vous risquez fort, en dépit de tout ce que vous dites, d'avoir un nombre de députés relativement limité qui ne correspond pas, comme c'était déjà le cas la précédente fois, à la force de frappe que vous avez réalisée ou que vous avez montrée à l'élection présidentielle. Pourquoi vous ne vous battez pas sur ce terrain-là? Nous nous battons. On On vous entend pas, hein. Lisez, écoutez, je vous expliquerai peut-être après pourquoi, mais lisez nos professions de foi, regardez ce que nous faisons sur le terrain, nous parlons toujours de Vous demandez proportionnelle. la proportionnelle intégrale? Intégrale, si possible, oui. Et c'est pour ça, une fois encore, que nous voulons le maximum de députés. Parce que plus nous en aurons, plus nous aurons une force de frappe. Vous savez, il y a des gens qui sont pour la proportionnelle, même dans la mosaïque pro-Macron. Il y aura demain une multitude de groupes à l'Assemblée nationale, parce que la Macronie, c'est pas un bloc, c'est une dizaine, je crois, de formations. Les NUP ou NUPES, je ne sais pas comment on se prononce, c'est aussi une dizaine de formations. Et donc, la probabilité que nous ayons un des plus gros groupes de l'Assemblée nationale n'est pas du tout une hypothèse impossible, et que d'autres groupes nous rejoignent sur la proportionnelle n'est pas une hypothèse impossible. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter le 12 et le 19 juin, parce que chaque député Rassemblement national amènera avec lui ce projet-là à l'Assemblée nationale, mais ça devient une vraie urgence. Vous avez raison de le souligner. Et pourquoi vous ne la demandez pas de façon plus insistante, je dirais? Est-ce que vous avez vu les chiffres de décompte des télévisions et des radios sur les temps de parole? Oui. Voilà. Si, sur le service public français, 2/3 du temps de parole est alloué à M. Jean-Luc Mélenchon, je n'en suis pas responsable. Personne au Rassemblement national n'en est Qu'est-ce qui responsable. vous permet de dire ça? Ce sont les décomptes chiffrés qui sont publics, que vous pouvez aller constater vous-même. Le pire étant France Inter, où là, on atteint des chiffres. Alors, C'est une radio monumentaux. pour vous, ça, France Inter? En tout cas, c'est une radio qui donne à la gauche une part d'antenne à peu près 3 à 4 fois supérieure à ses scores électoraux. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous voulez privatiser le service public dans votre programme. C'est pas la seule. La vraie raison, C'est pas la seule. non, la vraie raison aujourd'hui, que le service public, C'était- malheureusement, ne remplit plus toujours sa mission, qu'il y a derrière une redevance et que des entreprises privées avec mission de service Donc vous êtes public. d'accord avec le président de la Ouais. République qui veut supprimer la redevance audiovisuelle? Sur ça, oui, mais nous regrettons qu'il ne veuille pas privatiser le service public, parce qu'il va bien falloir continuer à le financer quand même. Donc si c'est pas la redevance, qu'est-ce qu'il va payer? C'est l'impôt. Et donc au final, les classes moyennes, encore elles, qui vont payer à nouveau un peu plus.
On peut peut-être rappeler le contexte quand même. Si Jean-Luc Mélenchon, effectivement, occupe les plateaux, comme vous dites, c'est aussi parce qu'il a une actualité, c'est aussi parce qu'il a réussi cette union de la gauche, la NUP, sans donc Marine Le Pen. Elle est partie en vacances et en plus, elle n'a pas réussi à faire l'union des droites. Elle n'a même pas essayé. Alors, d'abord, il y a plein de choses dans votre question, donc je vais vous répondre rapidement, mais laissez-moi vous présenter les choses dans l'ordre. D'abord, Marine Le Pen est partie en vacances, arrêtez avec ça, elle est partie 4 jours se reposer après une présidentielle où elle avait tout donné. Et on l'entend peu. Mais Comme disait elle fait pourtant un certain nombre de rendez-vous médiatiques. Vous savez, on a vécu la même chose. C'est pour ça qu'on est très calme et très serein. Quand on nous a présenté Éric Zemmour, et vous n'étiez pas le dernier, comme le sauveur du camp patriote et le camp de la droite, dont je ne dis pas, moi, faire partie. Il était surexposé de manière médiatique. Incroyable. On allumait la télé, c'était Zemmour, ou alors nous étions invités pour parler de Zemmour. Au final, la réalité s'est imposée. Zemmour, en France, c'est 7%. Mélenchon, c'est le même destin que Zemmour ? Ça sera la même chose. Il y a une bulle Mélenchon qui va exploser, qui va d'ailleurs exploser parce que sur le terrain, il y a un certain nombre de candidats dissidents de gauche qui n'acceptent pas la ligne éditoriale, je dirais, de Jean-Luc Mélenchon, la ligne politique, et qui ne se reconnaissent pas dans cet individu, et qui donc vont proposer des candidatures alternatives. Qu'est-ce qui vous distingue de Éric Zemmour ? Le fond et la forme. Le fond, nous parlions tout à l'heure de la réforme des retraites, avant que vous n'arriviez, c'est une différence majeure entre lui et nous. Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, quel lapsus, parce qu'ils sont chacun, ils ont été chacun à tour de rôle les poulains des médias. Mais Éric Zemmour a des phrases trop dures, trop tranchées au moment où la France est divisée. Elle en est malade de cette division. Il faut la rassembler. Je ne sais même pas s'il est à droite, je ne sais pas où il est, mais il est trop, en tout cas, ça c'est sûr. Le changement de prénom, ça ne sert à rien, ça stigmatise, pour employer un terme plutôt cher à la gauche, mais ça ne sert à rien. Les propositions qu'il fait, la remigration, c'est une caricature d'une politique migratoire raisonnable et qui fait fuir les électeurs plutôt que de les attirer. Et puis enfin, cette union des droites, c'est quoi ? C'est faire l'union avec des gens de LR qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un Marocain avec Monsieur Macron. C'est faire l'union avec des gens qui veulent toujours plus de décaler l'âge de la retraite, toujours moins de solidarité nationale. Ça ne nous ressemble pas. Nous, on veut faire l'union avec tous les patriotes. Et je vais peut-être vous étonner, il y a aussi des patriotes à gauche. Alors, comment expliquez-vous que justement le parti Les Républicains, qui est en bien piètre état, il n'y ait pas plus de députés et d'élus qui vous rejoignent ? Ils ont préféré aller chez Zemmour, d'ailleurs. Pas beaucoup, entre nous. Oui. Combien chez Zemmour aujourd'hui ? Quelques-uns, en tous les cas. Un. Oui. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que les Républicains, c'est devenu non pas un parti d'idées, mais c'est un parti de notables qui se maintient pour se refaire élire. Et dans les élections législatives, ils ont l'impression que le mode de scrutin, et c'est vrai, un certain ancrage territorial, vont les sauver. D'autres, plus circonspects par rapport à l'état de leur parti, sont allés se vendre avec pertes et profits à Emmanuel Macron. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave s'ils ne viennent pas à nous. Nous aurons nos propres députés et nous défendrons les Français à l'Assemblée nationale. Alors, on sait que vous avez des problèmes financiers. Vous avez été obligé d'ailleurs de déménager le siège du parti. Vous êtes exposé à des poursuites judiciaires au niveau européen. Est-ce que vous comptez sur ces élections-là pour vous refaire une santé financière ? C'est pas du tout le but des élections, on va être très clair. Le but de ces élections... Ce qui est quand même le cas de beaucoup de partis qui... Il faut expliquer. Chaque voix, voilà, le financement des partis rémunéré, si j'ai pu le dire. financement des partis politiques est lié au nombre de voix obtenues au premier tour des législatives. Et c'est pour ça qu'il y a parfois 10, 12 candidats par circonscription, parce que c'est le financement des partis politiques. C'est aussi pourquoi vous mettez des candidats partout même si quand vous avez un petit peu de mal à recruter. Non, d'abord, vous êtes têtu, mais c'est bien. Ça peut être une qualité, mais je vous ai déjà répondu sur ce point, donc je ne vais pas recommencer. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, notre ambition et notre objectif, c'est d'avoir le maximum de députés possible pour permettre de conduire une politique le plus proche possible de nos idées. Et surtout, pour faire barrage, jour et nuit, à l'Assemblée et sur le terrain, à Emmanuel Macron. C'est ça qui nous anime. Tout le temps, toujours et partout. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas bien comprise, c'est Marine Le Pen qui avait dit dans le Figaro il y a quelques semaines qu'elle ne se représenterait pas à la prochaine échéance présidentielle. Et puis, elle est revenue en arrière récemment sur un plateau de télévision et
Elle est revenue à la charge, d'une certaine façon, dans le Figaro, où récemment, elle a répondu que, sauf circonstances exceptionnelles, elle ne se représenterait Allez, c'est la pas. dernière question. Votre Qu'est-ce réponse. qu'il en est? Presque 13 millions et demi d'électeurs, je crois, une confiance maintenant dans le programme et dans la personne de Marine Le Pen, une capacité à gouverner qui lui est reconnue. Elle a toute légitimité d'être à nouveau candidate si elle le souhaite, mais c'est un choix personnel, c'est un choix qui est dicté par la propre gestion de sa vie, j'allais dire, mais par aussi les circonstances nationales, et c'est pour ça qu'elle prendra sa décision. Quelle est votre intuition? Oui. Moi, j'ai l'impression, mais vraiment personnelle, aujourd'hui, que effectivement l'hypothèse serait que elle prenne un peu de champ, mais qu'elle demeure très active dans la vie politique. Ouais. Mais je connais son engagement, je connais son amour des Français, et que je sais aussi très bien que si un jour elle sent qu'elle peut être utile à la France et à la République, elle le fera. Et si vous Merci. aviez un conseil à lui donner, vous lui diriez vas-y, retourne. Je lui dirais, pas de prendre de décision trop tôt et de regarder comment ça évolue. La France a besoin d'elle, c'est Mais clair. sinon, vous nous avez dit tout à l'heure que Jordan Bardella, quoique très jeune, Et c'est un problème parce de qu'il y a riche. peut-être d'autres C'est candidats un problème de dans riche. En tout cas, dans votre parti. Mais vous non, voyez qu'on a des talents. Jordan Bardella, vous Vous dites voyez que qu'on a des talents, vous me la il rassurez. ferait bien Exactement. l'affaire. Merci beaucoup Merci d'avoir à été vous. notre invité. Merci. Merci à Merci vous, beaucoup. Yves Tréhard. Bonne Merci, semaine. La Elisabeth. semaine prochaine, bien sûr. Audition publique à 19h30 sur LCP et Public Sénat. Il sera présenté par Brigitte Boucher. Bonne semaine à tous et bonne soirée.